Je vous propose eh bien, déjà de vous présenter, mais vous connaissez certainement déjà Patrice et François, mais représenter en deux mots Patrice. Donc, Patrice, c'est un stratège marketing, mais aussi un raconteur d'histoire, comme il aime bien le dire, et surtout le chef de file du marketing émotionnel, un chef de file créateur, etc. Et dans émotionnel, c'est bien, c'est presque un oxymore, ce n'est pas complètement, parce qu'on peut être émotionnel et avoir énormément de rigueur, ce qui est le cas de Patrice. Quant à François, alors François, il se définit comme consultant de stratégie narrative. Et c'est issu de ces doubles compétences, d'une part un communicant, ça fait des années que tu es un communicant, et en plus un socio-anthropologue. Alors moi, j'avais retenu que anthropologue, mais je vais aller revoir ton profil, c'est socio-anthropologue. Et c'est ça qui est assez intéressant dans le débat qu'il va y avoir, c'est que ce sont tes bases et on va pouvoir en discuter. Quant à moi, c'est aussi la stratégie marketing, ou le marketing stratégique. Et ce qui m'intéresse pas mal, c'est ce qui m'intéresse beaucoup et qui fait partie de mon travail, c'est le positionnement des marques, le positionnement des sociétés. Et ça, c'est assez important d'avoir un positionnement pour une marque. Et surtout maintenant, d'être capable de s'aligner. Alors, c'est un gros mot, le mot aligné, on l'utilise tout le temps, mais avec sa raison d'être de société et avec, évidemment, toute la logique RSE qui est derrière. Eh bien, pour commencer, on a fait ce débat à la suite d'un post que nous avons mis la semaine dernière avec François sur le sujet justement des stratégies narratives et du storytelling durable, ce qui a permis à Patrice de faire immédiatement un commentaire et immédiatement un long article en nous disant « Attendez, vous êtes bien gentils les amis, certes, il faut être rationnel, certes, il faut être aligné, certes, tout ça, mais n'oubliez pas que nous racontons des histoires. » Alors, je viens de faire un raccourci, mais justement, c'est pour pouvoir lancer réellement le débat. Alors, François, veux-tu commencer et nous repositionner les stratégies narratives par rapport au storytelling? Alors, les stratégies narratives consistent à considérer que tout est storytelling. Alors, tout est storytelling, ça veut dire que quand on se lève le matin et quand on se couche le soir, tout un chacun va se raconter l'histoire de sa journée au fur et à mesure, comme on se raconte l'histoire de notre vie, comme on raconte l'histoire des marques, que ce soit Patrice ou toi, Thierry. On a tous, en fait, possibilité de raconter nos histoires pour qu'elles nous donnent du sens et de la cohérence. En fait, le socle des approches et des stratégies narratives, c'est de considérer que tout est récit. Alors, tout est récit, ça veut dire que la cohérence globale de ce que nous faisons consiste à écrire un récit, à avoir un récit cohérent. Je m'explique. Alors, je m'expliquerai très rapidement avec un exemple qui est un exemple littéraire, mais que peut-être que vous connaissez. Il s'agit de L'Homme des... C'est un roman d'un écrivain américain et qui a eu beaucoup de succès. Et il raconte l'histoire d'un psychiatre qui fait une dépression et qui va tout jouer au dé. Toutes ses actions vont être jouées au dé. Alors, au départ, ça concerne son métier de psychiatre. Après, ça va concerner sa femme. Va-t-il continuer avec sa femme ou va-t-il prendre une maîtresse, une deuxième maîtresse? Que va-t-il faire avec ses maîtresses? Que va-t-il faire avec son travail? Petit à petit, on voit bien que la cohérence de sa vie disparaît totalement. Il va devenir fou, en réalité, parce que la cohérence générale de sa vie explose pour lui-même et pour les autres. Et donc, il va être reconnu fou petit à petit. Si je prends cet exemple-là, c'est pour bien vous faire comprendre que les approches et les stratégies narratives prennent leur socle, prennent leur fondement dans une analyse anthropologique qui consiste à donner du sens, non pas à une histoire, mais aux explications causales, aux relations causales et aux relations de corrélation et de causalité. Voilà.
On peut le faire au nom de la raison ou de la science. Ça s'appelle l'histoire scientifique, le récit scientifique. Mais on peut le faire aussi d'un point de vue émotionnel, comme peut le faire Patrice, et d'un point de vue outil, comme le fait Patrice. Mais de mon côté, moi, je m'occupe en fait de la manière dont les récits co-construisent la réalité. Voilà. Toi, ton approche, Patrice? Moi, j'aime beaucoup ce que dit François, hein. C'est passionnant, justement, ça apporte du sens à ce que nous faisons. Mon approche est naturellement plus marketing, et peut-être limitée au marketing d'ailleurs, je ne sais pas. Néanmoins, mon idée est que les marques doivent raconter des histoires. Alors, pour construire peut-être leur réalité, c'est peut-être là où on va rejoindre ce que dit François à l'instant. C'est, en tout cas, moi je le dis autrement, peut-être je le dis de manière à avoir de la profondeur, de l'épaisseur. C'est-à-dire que la marque est inconsistante si elle ne raconte pas quelque chose, en fait. Donc, tu vois, c'est là où on se retrouve. Et c'est pour ça que j'aime bien vous taquiner dans nos échanges. Mais évidemment que le storytelling ou la version émotionnelle du récit, finalement, ce n'est qu'un habillage, ce n'est qu'une forme, en fait. C'est comme le dit François, un outil éventuellement qu'on peut employer en tant que marketeur. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas un fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité derrière tout ça. Moi, j'aime bien l'idée que l'histoire ouvre l'imaginaire. Tu vois, je pense que l'être humain a besoin de cet imaginaire constamment et que la marque, forcément, s'adressant à des humains, quel que soit son secteur ou son activité, doit continuellement solliciter cet imaginaire à travers des histoires. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Oui, solliciter cet imaginaire, mais à partir du moment, et c'est là pour moi les fondements anthropologiques de la démarche de François, à partir du moment où personne n'est dupe et où cet imaginaire va nous emmener dans du rêve, mais on comprendra que c'est un rêve parce qu'on aura compris que la marque a une sincérité par rapport à ses produits, par rapport à ses services, et que c'est justement juste une belle histoire qui permet que ce soit plus agréable à comprendre et à entendre. Parce que souvent, on est arrivé à des histoires où finalement, c'est mon mot favori en ce moment, mais ça ne devient que de la surpromesse et on voit bien le dégât qu'il y a sur les marques actuellement à cause de la surpromesse. Alors, on avait peur que ça dérive en café philo, mais je voudrais faire aussi café histoire, parce qu'en fait, au 8e et 9e siècle, dans l'Empire byzantin, il y a eu une querelle qu'on connaît par un mot, mais ça s'appelle la querelle des images. Cette querelle des images, elle a été le théâtre d'un conflit très violent entre ceux qui ne juraient que par la présentation et les autres qui ne juraient qui juraient beaucoup par la représentation. Et donc, c'est là qu'on a tiré le mot iconoclaste. Et les autres étaient les iconodules, et donc eux, ils valorisaient les images extrêmement. En fait, il y a eu des morts, hein. C'est-à-dire qu'au tout départ, au 8e siècle, il y a un empereur qui a commencé à casser les représentations du Christ en disant il y a trop de représentations du Christ et on s'écarte de la vraie foi, on s'écarte de la vraie symbolique, de ce que représentent les choses. Et pendant quasiment un siècle, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui se sont affrontés. Alors, on a enlevé toutes les images qui étaient sur les églises, puisque c'était l'Empire chrétien d'Orient, mais l'Empire romain et chrétien d'Orient, et on a survalorisé donc la présentation contre la représentation. Ça, il y a des anthropologues qui se sont penchés sur la question parce que c'est un conflit qui a même essaimé, qui était déjà présent chez les Juifs et qui s'est encore amplifié chez les musulmans, la non-représentation, etc. Et ce que dit Thierry est très intéressant parce que ça révèle ça. C'est-à-dire que, et moi, l'approche que j'ai, l'approche narrative, mais justement essaye de réconcilier la présentation et la représentation. C'est-à-dire, le travail que fait Patrice et ce qu'il appelle la profondeur, c'est effectivement mettre en relation
la représentation d'une marque, par exemple, ou d'une organisation, d'une entreprise, avec ce qui constitue sa profondeur, son identité, mais telle qu'elle se le raconte à elle-même. Ça veut dire essayer de ne pas trahir ça. Et c'est vrai que c'est tout le fond du débat. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sans le trahir? Et c'est très compliqué de trouver en fait des relations de cohérence entre la représentation qu'on fait de quelque chose, mais ça peut s'exprimer dans une campagne de publicité ou dans une campagne de branding, par exemple, et que ça ne s'écarte pas de ce que l'on est. Et ça, on le vit, nous, êtres humains, chacun, parce qu'on se lève le matin, on sait qui on est. Le truc, c'est que c'est comme l'OND, tous les jours, il va falloir réactualiser ce que l'on est à travers des actions qui sont en cohérence avec ce que l'on est. Et ça demande un travail de compréhension, de cohérence et de pertinence. Enfin, je ne sais pas, Thierry, Patrice, et c'est sans doute ce que tu appelles la profondeur, et toi, Thierry, ne pas aller vers une promesse éthique Oui. qui va vers la raison d'être. Enfin, je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Mais l'approche narrative permet de réconcilier ces deux versants. Ouais, alors, tiens, je vais vous proposer un truc. Alors, j'ai deux exemples, dont un qui m'a été soumis comme ça au hasard d'un tweet par Alice, qui est avec nous. Merci Alice. Et un autre que vous avez sans doute vu, qui fait la conversation depuis quelques jours. Donc commençons par celui-là, parce que pour moi, il est justement symbolique de est-ce que c'est de la surpromesse et comment est-ce qu'une marque qui au départ, on va dire il y a 10 ans en arrière ou il y a 5 ans en arrière, aurait été décriée comme une marque discount, je parlais de Lidl, comment une marque réussit à lancer des baskets, des sneakers, je ne sais pas si vous les avez vus, qui sont vendus Qui ne les a par… pas vus? Comment? Qui ne les a pas vus? Ouais, qui ne les a pas vus? Sneakers de Lidl. Alors, elles sont vendues à 13 euros. Hein, et puis d'un seul coup, évidemment, il n'y en a pas beaucoup dans les magasins. Donc, il y a une sorte de pénurie organisée. Tout le monde s'est rué dessus. Donc, en fait, elles ont été achetées forcément à 13 euros. C'est une vraie offre. Elles sont aux couleurs de la marque rouge, jaune et bleu. Et, et en fait, il y a des gens pour les vendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, en fait, puisqu'il y a une pénurie, je vais les vendre. Tu vois, c'est là où le marché ne rencontre pas, enfin, l'offre, évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Et le résultat, c'est que ça se vend 100 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour mettre ça en vente sur eBay à 1200 euros. Non, oh. Ouais. Donc là, tu te dis, tiens, il y a un truc qui se passe parce que, bon, d'accord, c'est la rareté du produit, on est d'accord, mais comment est-ce que derrière, on arrive à transformer la marque en racontant, entre guillemets, cette histoire que tu devrais toi aussi avoir des sneakers Lidl, c'est tellement tendance. Bon, ça ne veut rien dire, hein, la phrase que je viens de dire n'a pas de sens, mais néanmoins, il y a un truc qui se passe. Alors, l'autre exemple qui va, à mon sens, évidemment à l'envers, c'est le tweet d'Alice de ce matin que j'ai trouvé assez extraordinaire, de voir que Le Crillon, cet hôtel, on va dire ce palace, hein, renommé, fait un food truck pour nous vendre des glaces. Donc, comment c'est possible? Alors, quelle est l'histoire qu'on peut raconter quand on est Le Crillon et qu'on vient à la rencontre des gens avec un food truck? À l'inverse, comment est-ce qu'on est une marque discount, enfin dans l'esprit beaucoup encore, alors que c'est vrai, ça fait déjà plusieurs années que les dirigeants de Lidl disent on n'est plus une marque discount, hein, c'est fini ça, le discount ça n'existe pas, on ne veut pas être une marque discount. Mais comment est-ce qu'on passe d'une marque qui est malgré tout un distributeur au sens des autres à réussir, comment est-ce qu'on réussit cet engouement sur une marque au point que des gens pensent que des sneakers, ça sera un objet de collection. Tu vois, donc pour moi, là, il y a forcément derrière un travail, une stratégie narrative, on peut dire comme ça, qui conduit les gens à croire en cette marque. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on a du débat entre nous. C'est parce que moi, j'aime bien les histoires qui font que les gens croient ce qu'on raconte. Caroline, à tort, je ne sais pas. Et ce n'est pas à moi d'en décider. Les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Donc, on est dans la liberté à ce niveau-là. Mais je pense que c'est à la marque de les inspirer et les inspirer à croire des choses. Alors oui, pas n'importe quoi, mais on voit bien qu'on peut aller assez loin.
Je crois que Caroline veut réagir. Oui, parce que sur l'histoire de Lidl, moi, je pense qu'il y a tout un travail qui a été fait sur, finalement, la qualité. Je ne suis pas une cliente particulière de Lidl, parce que j'en ai pas à côté de chez moi, mais clairement, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que finalement, les produits Lidl ne sont pas de si mauvaise qualité que ça par rapport à leur image discount qui était le premier positionnement, et qu'aujourd'hui, finalement, ce qui fait la différence, c'est que les gens qui achètent Lidl, ils savent qu'ils vont pas forcément acheter un mauvais produit, et que du coup, ils ont plutôt confiance. Et moi, ce que je voulais voir tout à l'heure, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, quand on parle de messages et de promesses aujourd'hui, une marque ne peut pas, je suis pas sûre qu'elle puisse encore se faire vraiment, se payer le luxe de faire de la surpromesse, parce qu'il y a tellement, on a tellement la possibilité en tant que consommateur de dire ce qu'on pense, de donner son expérience utilisateur justement, et de dire non, cette marque de toute façon, ce qu'elle raconte, c'est pas vrai, elle vend de la merde et c'est comme ça. Donc de toute façon, moi j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui les marques, elles peuvent plus tellement se payer le luxe d'être dans cette espèce de surpromesse, et qu'elles ont intérêt à dire, à être transparentes, c'est-à-dire de raconter la vérité de leur marque. Là, on est dans la vérité, là, en fait. Ce sont les consommateurs qui décident que d'un seul coup, ils seraient prêts à payer 1 200 euros. Enfin, je sais pas. Tu veux, le truc, c'est qu'après, je sais pas. Il y a quand même quelque chose qui fait que Lidl, aujourd'hui, a plutôt une image de qualité par rapport au rapport qualité-prix. On est bien d'accord. Hein. Alors, maintenant, 1200 balles, une paire de sneakers Lidl, on rentre dans un truc peut-être un petit peu… moi, ce que je pense, moi, c'est que les deux exemples sont très intéressants, parce que Lidl a réussi son coup en investissant la présentation plutôt que la représentation. Évidemment, Lidl, c'est Lidl, et ils vont pas, ils sont, on peut les croire parce que ils n'ont pas surinvesti cette représentation, justement. À l'inverse, le Crillon qui fait un food truck, lui, il a tellement fait dans cette représentation qu'il est obligé, à un moment donné, pour à nouveau être crédible, et c'est exactement comme la crise du monde byzantin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous mettez des Christ absolument partout. Il y a un moment donné, en fait, les gens du clergé disent, en fait, les images trahissent le message. À un moment donné, la représentation du Crillon a quelque chose de faux par rapport à cette présentation. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de réinvestir dans une présentation d'eux-mêmes sincère, avec dedans suffisamment de ce que j'appellerais d'incarnation, et ce que Thierry disait tout à l'heure de la sincérité ou de la profondeur. Et à un moment donné, ils sont obligés de réinvestir un peu dans leur présentation plutôt que de surinvestir dans cette représentation permanente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, le théâtre qui s'est mis en place pour une marque de prestige, en fait, il ne veut plus rien dire, parce il est devenu tellement baroque qu'on ne sait plus quelle est la réalité de ce qu'ils font, la vérité de cette présentation d'eux-mêmes, de cette marque. Et je pense que les deux exemples sont parallèles et sont très éclairants sur ces deux versants. Oui, tout à fait. Tu as trouvé les bons exemples. Pour Lidl, ça me paraît juste un tout petit peu plus simple. Enfin, quand on écoute la radio, on ne peut pas louper Lidl depuis des années, qui nous fait vraiment une communication avec une pression importante qui montre qu'on peut avoir des produits de qualité chez eux. Et à un juste prix, voire à un prix assez faible, sans montrer justement le côté discount, mais ils jouent la qualité. Et là, ils viennent de s'offrir un magnifique post-test du travail qu'ils ont fait depuis des années, en proposant ces fameux baskets. Et ils voient, en créant la pénurie, ça c'est les trucs que faisait Procter il y a quelques années encore aussi, quand il lançait un truc, il créait la pénurie dès le départ. Eh bien, on voit qu'ils ont enfin acquis un statut de marque et pas simplement de hard discounter. Et ça, c'est vachement intéressant.
Quant au crayon, bah, je suis content que tu aies pris la parole sur le crayon parce que c'est ça, il y a une surreprésentation, enfin pas une surreprésentation, je vais arrêter d'utiliser le mot sur, mais il y a une représentation symbolique qui ne lui permet pas de faire n'importe quoi. Dans le cas de Lidl, lui, il la construisait, donc c'est parfait. Et dans le cas du crayon, il ne fait que nous dérouter. Enfin, je ne connais pas bien l'histoire, j'ai écouté ce que tu nous disais, Patrice, mais ça m'a choqué. Évidemment, la première chose, le crayon qui est l'archétype du luxe se met dans le food truck. Qu'est-ce qu'ils font? Où est la cohérence? Voilà. Ah, il y a Alice qui veut parler. Oui, Alice. Alors, je voudrais faire 2 remarques. Alors, la première sur Lidl, c'est pas nouveau parce qu'Azzedine Alaïa avait fait il y a une petite vingtaine d'années une collaboration avec Tati. Alors, Azzedine Alaïa, haute couture, produit extrêmement cher et néanmoins mass market avec Tati. Et il y a 20 ans, il y a à peu près, Tati, bon, aujourd'hui est mort, mais à l'époque, c'était quand même un peu presque l'équivalent de Lidl aujourd'hui dans le mass market et le discount. Donc, je pense que Lidl surfe sur cette idée-là. Deuxième aspect aussi, c'est qu'il a mis sur le marché il y a quelques mois un clone du Thermomix. Le Thermomix, qui est un produit qu'on utilise chez soi, qui coûte 1500 € et qui était, enfin entre 1000 et 1500 €, et qui était vendu 300 €. Il y avait néanmoins une queue invraisemblable qui ne correspondait pas au panier d'achat moyen des clients de Lidl. Donc, c'est aussi une manière, comme je crois Caroline l'a évoqué, de surfer sur la notion de qualité et de produit qui est tendance. Bon. En ce qui concerne le crayon, alors moi j'ai été effectivement interpellée par leur immersion sur le snacking et puis la culture de rue, enfin le street food, autant qu'ils ont utilisé non pas un food truck qui pourrait être un peu à l'américaine, etc. C'est plutôt la camionnette de livraison de légumes des années 60, telle qu'on peut la trouver d'ailleurs au cœur du bon marché. Donc, dans l'imaginaire du client qui passe pour acheter une glace du chef du pavillon qui coûte 5 €, une glace à 5 €, vous allez chez La Durée ou ailleurs, il n'y a pas de cornet de glace à 5 €, c'est minimum 8 ou 10 €. Et là, c'est 5 €. Donc, on a une accessibilité sur la place de la Concorde, qui est quand même une place de réunion, et qui est devenu élitiste aussi à cause des lieux entre l'Assemblée nationale et puis la Marine, le Crillon, la rue Royale, etc. Donc, il y a ce côté premiumisation, mais je pense que c'est aussi une manière de conserver un dialogue, pas le dialogue avec la cible habituelle, parce que la cible habituelle n'achètera vraisemblablement pas une glace dans la rue, mais tous ceux qui ne sont pas rentrés au crayon, pour diverses raisons économiques ou de statut divers, pourront s'offrir un produit à 5 €. Donc, c'est pour moi une démarche finalement assez proche de Lidl qui vulgarise le Thermomix ou qui rentre dans les icônes de la mode, à l'instar d'Alaïa. Avec les sneakers, c'est un produit emblématique aussi, les sneakers, parce qu'il y a des collections de sneakers partout. Et c'est un produit signature aussi. Merci Alice. Ouais. Merci Alice pour cette analyse. Moi, je voudrais en fait rebondir enchaîner en fait sur ce que tu viens de dire à un moment et qui déclenche chez moi l'idée même de pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires. On raconte des histoires pour que tu puisses en parler. En fait. Enfin, quand je suis la marque, je raconte une histoire pour qu'ensuite tu puisses t'en saisir et diffuser cette histoire ou t'imprégner de cette histoire. Et en fait, là, ce que tu dis sur le crayon ou sur Lidl, finalement, c'est exactement ce que les marques voulaient qu'on dise. Donc, c'est pour ça que je rejoins François dans l'idée d'une stratégie narrative, c'est-à-dire qu'en fait, entre la présentation et la représentation, et toi,
au sens du public, de l'audience, de l'histoire. C'est toi qui choisis, en fait, ce qui t'intéresse de comprendre. Est-ce que c'est la présentation? Tu penses que le crayon descend à la place de la Concorde et nous permet de manger une glace à 5 euros? Est-ce que c'est ça qui t'intéresse? Ou est-ce que pour quelqu'un d'autre, c'est pas finalement de voir le crayon là où il n'avait pas l'habitude forcément de l'imaginer sur un autre univers? Exactement comme pour Lidl. Le débat, Caroline, le débat n'est pas du tout sur le prix ou le produit. Moi, je ne sais pas là-dessus. Ça n'a aucun intérêt finalement. Dans ce que nous, on est en train de dire ici, c'est on injecte des éléments de construction d'une histoire, en fait, finalement, et les gens construisent l'histoire qu'ils ont envie de surmonter. C'est ça qui est intéressant. On n'est pas dans un message descendant de la marque en train de dire nous, on est super sympa, on vous propose des sneakers vachement tendance à 13 euros. On est dans voilà, tiens, on va créer à travers une offre réduite une espèce de folie d'engouement pour un produit qui ne mérite certainement pas, et qui va nous, c'est pas nous qui allons diffuser ce message, ce sont les gens qui vont s'emparer de ces éléments constitutifs de l'histoire pour créer une infinité d'histoires qui leur conviennent en fait. Et c'est là où il n'y a pas de, à mon sens, c'est là où il n'y a pas de dissonance entre est-ce que ça correspond à mon image ou est-ce que ça correspond au message que je disais il y a 5 ans en étant discount. Ça n'a aucune importance en fait, puisque c'est chacun qui va construire son histoire. J'aimerais que François, tu nous dises un mot là-dessus. Oui, alors effectivement, je pense que c'est toujours la même querelle des images depuis le début de l'humanité. Est-ce qu'on a besoin simplement d'exister ou est-ce qu'il nous faut une image pour représenter? En fait, je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, derrière chaque mot que nous prononçons et que prononcent les marques, il faut qu'il y ait une histoire qui soit liée à ce mot. En fait, les mots en eux-mêmes ne veulent rien dire. Là, je peux continuer à dérouler des mots. Vous allez chacun vous les représenter, ces mots, par rapport à une histoire que vous allez, un récit que vous allez agréger à chaque mot. Eh bien, les marques, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que le travail du positionnement marketing, s'il est juste une histoire de positionnement marketing sur des mots qui ne veulent rien dire et qui ne sont pas incarnés à travers un récit, eh bien, il n'y aura pas de mise en situation motrice. Et c'est la même chose pour la raison d'être, par ailleurs. La raison d'être, ce sont des mots, voilà, c'est très bien les mots. Mais quand vous mettez les mots les uns à la suite des autres, en fait, ça n'a aucun sens. Ce qui a un sens, c'est d'organiser un récit par rapport à ces mots. Et donc, la raison d'être, comme le positionnement ou comme la mission de l'entreprise ou comme ce genre de choses, si vous n'organisez pas un récit qui le porte, que ce soit en interne, en externe, et même effectivement une image qui soit cohérente par rapport à cette profondeur de présentation, eh bien, vous pouvez aller dans le mur, les gens peuvent ne pas comprendre. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, pour le crayon, ils ont quand même investi les années 60, ils ont quand même investi ce design particulier qui était lié à du retail de luxe. Enfin, il y avait quand même quelque chose de très pensé. C'était pas, on faisait juste un camion où on bradait l'image du crayon. Non, je pense que c'était pensé. Quand l'Empire byzantin a enlevé toutes les images religieuses, les religieux qui ont fait ça se sont dit, l'élite va comprendre, mais bien sûr, tous les autres ne vont pas forcément comprendre, mais on va rester dans le véritable message, dans le véritable symbole. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite, il y a eu un renversement, puisque l'Empire byzantin, finalement, est devenu très, très iconodule. Donc, ça veut dire que quand vous allez en Grèce ou encore en Russie, parce qu'il y a encore ça, mais il y a les icônes qui ont des pouvoirs magiques. Ces icônes ont des pouvoirs magiques. Les histoires de Patrice, les histoires de marque de Patrice ont des pouvoirs magiques. Quand, de même, j'utilise le storytelling pour construire le récit d'une marque, ça a un pouvoir magique sur les consommateurs. C'est pas c'est pas de la pensée rationnelle, c'est de la pensée magique. Quand ça s'incarne dans une histoire, ça s'incarne dans une magie qui utilise du symbolique. Et quand Lidl utilise cette magie qui dit nous, on n'a jamais surreprésenté cette représentation, on n'a jamais fait d'effort
particulière. Au contraire, on est toujours resté très, très proche du rationnel économique, du low cost, etc. Dès qu'il dit je vais vendre des chaussures un peu plus haut de gamme, ça marche. Ça marche parce que forcément, ils n'ont jamais surinvesti cette représentation. De la même façon, le crayon, lui, il fait l'inverse. Et tout d'un coup, il se dit, voilà, je vais investir un petit peu ce qui fait l'âme de mon petit théâtre, mon petit théâtre symbolique, de mon grand théâtre symbolique. Mais je vais l'investir d'une certaine façon, très designé, très pensé à l'avance, pour que même le grand public, quand il va s'emparer de mon food truck, ce sera un food truck années 60, avec un certain type de nourriture très certainement, etc. Et donc, il y a, je pense, toujours cette articulation entre la présentation et la représentation qui est à faire, et qui est à faire d'un point de vue marketing et de communication. Et là, il y a un espace. Nadia nous disait dans le chat qu'elle faisait une comparaison aussi avec H&M et pour réagir à ce que disait Alice entre H&M et des grands créateurs, enfin des créateurs. Et puis elle nous parlait aussi du tube de Citroën. Hein. On se souvient des pubs de Citroën qui remettaient le panier à salade un petit peu à la mode. Est-ce que Nadia veut nous en dire un peu plus? Allô? Oui, ça y est, Oui. ça va. Non, c'était juste pour compléter un petit peu le propos d'Alice, mais j'adhérais tout à fait à ce que Alice disait sur ce sujet-là. Donc, non, rien de particulier en plus. Donc, des exemples supplémentaires pour amener de l'eau au moulin. Absolument. D'accord. J'ai peut-être une remarque complémentaire par rapport au food truck. J'étais interpellée par ce choix années 60, alors que tout le design, la manière dont l'hôtel Crillon a été rénové, il a été rénové dans l'esprit du 18e, avec Karl Lagerfeld qui était le conseiller esthétique, décorateur, etc. Donc à partir de cartons anciens, etc. Donc moi, quand j'ai appris cela, j'étais extrêmement interpellée. Évidemment, il n'était pas question de mettre une calèche, quoique, ou un carrosse devant le Crillon, mais le choix des années 60 m'interpelle. J'ai pas encore, par rapport à l'histoire narrative du Crillon, je trouve que c'est une rupture par rapport à la manière dont le Crillon se positionne sur la place de Paris, au cœur des palaces. Donc, c'est pas le Mandarin qui a un espace d'innovation, de design, etc. D'autres comme le Shangri-La, etc. Mais le Crillon, c'est le 18e. Alors comment… Il y a peut-être un manque de cohérence narrative, et c'est la raison pour laquelle l'approche et les stratégies narratives mettent de la cohérence. Ou alors, il faudrait construire une relation de causalité entre cette ambiance, cet univers 18e et cette ambiance années 60. Ça veut dire que peut-être que le Crillon considère que le 18e était le maximum d'intensité d'une période particulière qu'on retrouve de la même façon dans les années 60. Peut-être. Et dans ce cas-là, il faudrait le montrer. Et ça voudrait dire que la cohérence narrative serait complète. Mais là, effectivement, dans ce que vous dites, il y a peut-être un manque de cohérence. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les approches et les stratégies narratives me paraissent intéressantes à déployer pour relier la représentation à la présentation, c'est-à-dire trouver cette cohérence entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions que les autres disent de nous. Voilà, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et Thierry, je te laisse la parole, mais j'aimerais aussi qu'on parle. Alors, c'est moi qui ai lancé les exemples, donc j'en suis navré parce que dans la salle, on a des gens qui travaillent aussi dans ce qu'on appelle le B2B, même essentiellement, c'est d'ailleurs notre cas à nous. Hein. Est-ce que ça fonctionne aussi quand une marque un peu moins, on va dire, un peu moins connue, un peu moins image, un peu moins imaginaire que le Crillon? Parce que le Crillon, évidemment, ça nous envoie tout un tas d'images, de fantasmes, de représentations, comme tu le dis, François. Mais quand on est, je vois Philippe qui est avec nous, quand on est à Kyo, par exemple, est-ce qu'on est une marque qui a besoin d'histoire? Est-ce que vous pensez, Thierry, François, que ça, et Philippe, si tu veux nous dire un mot, que cette stratégie narrative doit aussi ouvrir sur l'imaginaire, ou est-ce qu'on doit simplement raconter ce qu'on fait? Je laisse les experts parler d'abord et je les contredirai après, ce sera plus marrant. Ah, tu as raison. Allez, vas-y, Thierry, c'est à toi. Non, mais je vais être très bienveillant, ne vous inquiétez pas.
Si je participe à ce webinaire, c'est parce que je crois beaucoup à ce que vous faites. Merci. Bon, bah, super. Sur C'est un commentaire? sur le B2B, François, vas-y. Oui, alors je vais juste faire un commentaire, puis je vais vous abandonner. Montrer ce qu'on fait ou montrer aller plus loin en développant l'imaginaire, c'est la même chose en réalité, et ça d'un point de vue anthropologique. Nous sommes, la réalité existe, hein, bien évidemment, on est tous d'accord là-dessus, la réalité existe, mais chacun d'entre nous va vraiment zoomer sur certaines parties de la réalité. Si on essaye, chacun d'entre nous, à la fin de notre journée, de nous dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, on va structurer, on va avoir comme une caméra qui va prendre une focale particulière. Ben, cette focale, ça va être, ou cette focale, ce zoom, ça va être une histoire qu'on va monter sur cette journée. Parce que si on essaye de se raconter tout ce qui s'est passé, la réalité est un millefeuille. Donc ça veut dire que pour présenter, non seulement pour présenter les activités de l'entreprise, mais aussi pour représenter de manière imagée, comme peut faire Patrice ou moi d'ailleurs, ce que la représentation que voudrait avoir l'entreprise, il faut passer par cette narration. Et ça me paraît être même quelque chose de central. C'est-à-dire que à titre individuel, à titre personnel, on est tous là à avoir des histoires personnelles. Eh bien, les marques, c'est exactement la même chose. Et si on veut donner de la chair à ces marques, si on veut donner de l'émotion à ces marques, eh bien, il nous faut repenser ces marques, même d'un point de vue éthique, ce qui importe à Thierry, à travers le récit. Le récit d'une marque, c'est ce qui va faire vivre la marque. Et les marques, ce n'est pas des choses froides, désincarnées. S'il y a une défiance en ce moment avec les marques et avec le marketing ou la communication, c'est que justement, ces marques ne sont pas assez incarnées. C'est parce que justement, elles ne provoquent pas assez d'émotions, parce que le consommateur ne trouve pas assez d'émotions, ou même parce que les gens qui travaillent dans ces entreprises qui voudraient incarner davantage la marque ne peuvent pas le faire. Et donc, je pense qu'il y a à la fois un travail interne et un travail externe, et qu'en fait, il n'y a pas en réalité de débat. La réalité, nous la construisons tous, nous co-construisons des parties de réalité, et ce qui veut dire qu'ensemble, avec ce qu'on fait et ce qu'on imagine, eh ben, on peut co-construire des récits qui sont à la fois incarnés, éthiques, profonds. Je pense que c'est tout à fait possible. Et c'est tout l'objet de nos travaux à nous trois et à vous tous. Et finalement, ça voudrait dire que la marque ne raconte pas assez, en fait, n'est pas assez incarnée dans le récit. Moi, c'est mon point de vue en tout cas, et c'est la raison pour laquelle j'enfourche mon dada toutes les 2 secondes sur LinkedIn. Mais c'est effectivement, je pense que les récits nous structurent le sens qu'on donne aux choses. Et donc, moi, si je raconte ma journée, je raconterai peut-être la visio que j'ai faite avec vous, je raconterai autre chose. Ça va donner du sens à ma journée. De la même façon, les marques doivent raconter non seulement ce qu'elles sont, ce qu'elles voudraient être, leur univers, pour tout simplement prouver qu'elles existent et que les autres vont leur donner cette existence. Et comme l'homme D, ne pas se perdre, parce que c'est tellement facile de se perdre en faisant moi, si demain je fais autre chose, je veux devenir footballeur ou surfeur avec Thierry avec une dent de requin, eh bien, il va falloir que je restructure mon récit de manière très, très serrée. Et ça va être un peu compliqué. Voilà. On y travaille. Hein. On y travaille. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis à bientôt. Bye bye, merci François. Oui, sur le B2B, justement, cette incarnation, elle est tout aussi importante qu'en B2C. Par contre, elle est plus facile à faire sans grandes histoires, parce que là, on risque de la dissonance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, si on y arrive, c'est génial. Mais on risque de la dissonance, parce qu'en B2B, je pense au monde industriel, où on raconte nos produits, et puis nos produits sont un peu basiques, enfin pas basiques, ils peuvent être très technologiques, etc. Mais ils sont très valeur d'usage et pas valeur d'échange. Ils sont plus dans la valeur d'usage que dans la valeur d'échange. Notre ami vient de partir, mais il l'expliquera encore mieux. Par contre, c'est évident que si on arrive sans dissonance à apporter une histoire qui est cohérente avec tout ce qu'on a déjà dit, eh bien, on aura encore une incarnation encore plus belle. On va laisser peut-être Philippe, justement, maintenant réagir par rapport à sa marque, par rapport à sa société.
Moi, je crois qu'en B2B, on fait du B2C, mais en nombre. C'est-à-dire que je suis directeur marketing d'une entreprise qui s'appelle Akio, qui est éditeur de logiciels, donc qui s'adresse à des entreprises, et en l'occurrence à des centres de contact. Et chez Akio, on fait des contenus marketing, par exemple, quand on travaille le marketing et la communication, ce qu'on imagine en face de nous, ce ne sont pas des entreprises, ce n'est pas un marché conceptuel, anonyme, ce sont des gens en chair et en os à qui on parle. Et on parle d'autant plus avec eux que concrètement, on les voit. C'est-à-dire que moi, concrètement, je veux voir les clients, je rencontre les prospects et les partenaires avec les commerciaux. Et du coup, j'ai un contact presque plus fort dans le cadre du B2B avec des êtres humains que je n'aurais peut-être dans le B2C. J'ai travaillé aussi un petit peu dans le B2C, où là, on travaille sur des stats, sur des masses, sur de la data, et on ne voit pas toujours forcément les gens en face de nous, pas aussi bien, pas d'une manière aussi représentative. Donc, on a vraiment des gens en face de nous. Et à partir du moment où on est sur un contact humain, on a besoin d'une histoire. En outre, ce que je crois, c'est qu'on en a peut-être encore plus besoin en B2B, ou précisément parce que c'est du B2B et que pendant très longtemps, on a un petit peu sous-estimé cet aspect humain dans l'entreprise. Les habitudes, et c'était le cas notamment dans mon métier, dans la relation client et dans le secteur de l'édition logicielle et IT, le but du jeu, c'était de valoriser son produit. Alors, tout le monde disait « Ouais, on va valoriser le client, on va dire les clients sont formidables ». Puis ensuite, tout de suite, la première phrase qu'on prononce, c'est « Voilà ce qu'on fait, voilà mon produit, voilà, regardez comme il est beau et voilà tous ses avantages ». Et ça reste encore vrai d'une grande majorité sur mon marché, des entreprises, je vais sur les sites web de mes concurrents, et ben c'est voilà mon produit, regardez comme il est beau, voilà. Et même un peu nous, j'avoue, on fait aussi. Ça étant, l'idée derrière tout ça, c'est plutôt de parler d'une vision. Pour moi, une entreprise, c'est une idée, et une idée qui repose sur le fait que je suis sur un marché, j'arrive sur un marché où il y a un problème qui n'est résolu par personne et qui pose des difficultés aux clients, et des difficultés de plus en plus grandes. Donc, l'enjeu est important. Ce problème n'est pas résolu. Heureusement, j'ai la solution. Grâce à moi, vous allez faire ceci, vous allez obtenir cela, et voilà, regardez comment on va y faire. Moi, j'ai une épée magique, je vais vous aider. Et donc, c'est construire cette vision, construire cette histoire autour de la vision, souvent d'ailleurs du dirigeant de l'entreprise, du fondateur de l'entreprise. C'est ça qu'on doit s'attacher à faire quand on fait de la com et du marketing. Tout le reste n'est qu'une déclinaison de ce message. Oui, donc, voilà. Donc de bien inclure, si je comprends bien, ou en tout cas une partie, la raison d'être de l'entreprise. Donc, qui peut être incarnée, comme vous venez de le dire, par son dirigeant, va nous permettre de faire passer plus facile, ne pas faire passer, mais donner de la cohérence à nos produits et à nos services. L'incarnation, c'est le moyen, oui. C'est un moyen très, très important parce que Patrice on le confirmera au niveau émotionnel. Dès qu'on parle d'une personne, dès qu'on évoque des personnes, que ce soit les personnes de l'entreprise ou les personnes chez le client ou les personnes autour, on attire l'attention. Si là, au beau milieu d'un discours très conceptuel, j'ai dit Alice Darmon, eh ben Alice va tendre l'oreille, même si elle n'écoutait pas juste avant. Je suis sûr que si, mais même si elle n'écoutait pas avant, tac. Si je t'écoute. Ouais. Et si je dis, au beau milieu d'un discours très conceptuel, imaginez un truc sur des maths ou un truc très chiant sur des trucs sur l'expérience client, avec beaucoup de concepts et de jargon, tout d'un coup, je dis le président Macron, là, pareil, tout le monde tend l'oreille. Donc, il faut incarner, mais ça, c'est un moyen. L'objectif, la mission qu'on se donne, c'est de raconter, c'est comme ça que je vois les choses, hein, c'est de raconter la vision de l'entreprise, qui n'est pas celle uniquement du dirigeant, mais de toute l'entreprise, et de la raconter sous la forme d'un récit, d'une histoire qui, effectivement, comme vous l'avez dit Thierry, va être ensuite prise et complètement absorbée par les personnes qui l'écoutent. Et comme disait auparavant Patrice, c'est de façon à ce qu'ils puissent la répéter autour d'eux et s'en faire l'écho. C'est là qu'on fait de la bonne com. D'accord. J'ai vu que Daniel nous avait rejoint. Daniel, as-tu quelques réactions? Oui, c'est que moi, je travaille dans l'innovation et la transformation. Donc, j'ai deux cas. J'ai des gens qui sont en interaction avec des machines et des gens qui sont en interaction avec des humains. Dans les deux cas, j'aime bien les histoires. Parce que quand on fait de l'innovation et de la transformation, on va raconter la belle histoire de ces êtres humains qui vont bouger vers
cette belle vision que nous partageons et ces belles valeurs que nous allons vivre ensemble. Moi, je suis toujours dans l'histoire de j'aime bien les 3 histoires, les 3 héros de la marque, les 3 œuvres de la marque. Quand on a raconté ces belles 3 histoires, c'est plus facile pour attirer les gens à soi, pour faire aimer sa marque. Et dans les 3 types de héros, j'aime bien différencier le payeur, le prescripteur et l'utilisateur. Et l'utilisateur, ça peut être aussi bien un interne qu'un externe. Donc, c'est l'ensemble de l'écosystème de talents, clients, collaborateurs, fournisseurs, dans de belles expériences optimales. Et moi, c'est sur ça que je travaille, en fait. Parce que derrière, mon job à moi, c'est de créer ces belles aventures dans l'innovation et la transformation pour mettre en place des nouveaux services. Et là, ça construit un récit. Pour raconter la belle histoire. Là, ça construit le récit, oui, exactement. Mais je voudrais juste ajouter un mot à ce qu'a dit Philippe. Effectivement, l'incarnation, elle est essentielle parce que c'est à travers les héros de l'histoire, en fait, qu'on suit l'histoire. Dans ce qu'on raconte autour de la marque Lidl ou de la marque Crayon tout à l'heure, il y a forcément une personne qui porte ce message-là au départ. Ce sont les gens qui ont acheté ces sneakers chez Lidl qui en ont fait effectivement toute une histoire, tout un récit en fait, qui se sont mis en scène visuellement, qui ont pris des photos, qui ont commenté, qui ont envoyé tout un tas de messages. C'est pour ça que je disais que finalement, c'est pas tellement Lidl qui raconte une histoire, c'est les gens qui se sont emparés du produit qui racontent l'histoire avec. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce sont eux qui sont devenus les héros, les messagers de l'histoire. Et c'est la même chose avec le crayon. Le crayon tout seul, avec son camion place de la Concorde, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas quelqu'un pour le prendre en photo, pour en parler, pour véhiculer ça. Donc, je crois qu'évidemment, ce sont les humains qui diffusent les histoires. C'est parce que c'est ce qu'on fait. On raconte des histoires tous les jours. Ce que disait François tout à l'heure, dans le récit de ma journée, je vais choisir des éléments de ce que j'ai fait et puis je vais les raconter. Et la marque doit faire la même chose. Et c'est vrai que dans le B2B, particulièrement, on est toujours en train de répondre à la question « qu'est-ce que tu fais en fait ?» Donc, mais vous faites quoi dans votre boîte? Mais ça sert à quoi ce que vous faites? Et on oublie l'idée de finalement, un récit, ce n'est pas uniquement ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être ce que ça pourrait donner comme idée à quelqu'un d'autre. En fait, c'est se projeter. C'est pour ça que je parle moi d'imaginaire, mais c'est la représentation, évidemment. Ce n'est pas uniquement la présentation. Complètement. Caroline, un petit mot? Ah, le micro est éteint. Voilà. Moi, je pense que, en fait, ces histoires de marque, elles sont vraiment aujourd'hui, à mon avis, aussi beaucoup portées par ce que les gens racontent des marques. C'est-à-dire le fait que aujourd'hui, plus qu'avant, les consommateurs, et on peut même parler du B2B, moi j'y connais plus en B2B qu'en B2C, mais c'est que en fait les utilisateurs, les consommateurs, les clients, quels qu'ils soient, ils s'approprient énormément à la marque. Et que finalement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, si une marque veut pas trop se tirer une balle dans le pied, elle a intérêt à être assez honnête et assez transparente parce que la surpromesse maintenant, elle est très très vite. Oui, c'est pas, enfin, oui, je suis d'accord sur l'idée que la surpromesse, elle va être dévoilée, mais c'est pas très grave en fait. Moi, j'ai pas à nouveau les marques. J'ai pas envie d'acheter une marque qui me raconte des bobards. Oui, mais c'est pas. Enfin là, c'est une vision, tu vois, qui est, à mon sens, les bobards. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, c'est ce que tu crois, en fait. Donc. Non, c'est pas ce que je crois. Si j'achète un produit dont on me vend de certaines qualités et que derrière, dans la promesse de vente, je n'ai pas le résultat dans la promesse définitive. Avant, c'était pareil. Sauf que maintenant, aujourd'hui, moi, en tant que consommatrice lambda, si je vais acheter un produit et si j'achète un Thermomix à 2000 balles ou même un Lidl et que je trouve que la promesse n'est pas là, je vais sur les réseaux sociaux
et je donne mon avis. Et mon avis, il est vu, il est entendu, il est lu et il est partagé. C'est en ça que la marque, elle a complètement, à mon avis, changé de fonction, entre guillemets. C'est qu'elle ne peut plus être aussi bien, enfin, elle ne peut plus, à mon avis, être dans cette même sphère qu'avant. Moi, je pense que c'est ça qui est… Et dans l'histoire de raconter des histoires, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est génial. Et le storytelling, le fait de raconter des histoires, c'est ce qui fait aujourd'hui, à mon avis, la puissance d'une entreprise. Parce qu'on parle de marque, mais presque moi, je préférerais presque parler d'entreprise parce que c'est pas tout à fait forcément toujours la même chose, à mon sens. Mais c'est toi, vous êtes plus spécialiste que moi. Idem. Une entreprise qui aujourd'hui n'est pas en adéquation avec les valeurs, l'image et ce qu'elle vend et ce qu'elle dit et ce qu'elle raconte, à un moment donné, elle va être forcément mise en défaut puisque nous avons aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs lambda, la puissance de feu de pouvoir aller sur les réseaux sociaux, sur Internet et avoir une multitude de plateformes et de moyens de dire ce qu'on pense. Avant, ce n'était pas le cas. Si on n'était pas interrogé dans un sondage ou si on ne faisait pas partie d'un panel, notre point de vue sur un produit ou sur quoi que ce soit, tout le monde s'en foutait. Puis de toute façon, personne ne le savait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, c'est ce qui me semble important par rapport à la marque. Aujourd'hui, de manière très globale. Maintenant, ce n'est que mon avis et je ne suis pas une spécialiste comme vous du… C'est un garde-fou du récit. Et justement, là, c'est peut-être là avec Patrice où on peut être soit d'un côté, soit de l'autre. Je ne suis pas trop d'accord parce qu'en fait, le garde-fou, il a toujours existé. Le consommateur, aujourd'hui, est bien plus informé qu'il ne l'était avant. Le client… C'est ce qu'on dit. Non, c'est pas ce que tu dis. Et le client est vachement… C'est vachement… non, si, c'est un peu ce que je dis. C'est le client a le pouvoir de… Je peux parler, s'il te plaît? Caroline, tu peux me laisser parler? Il n'avait pas les moyens. Alors, on va relaisser Patrice parce que je peux dire quelque chose. Donc, en fait, le client est bien plus informé qu'il ne l'a jamais été. Et donc, aujourd'hui, s'il se trompe, j'ai envie de te dire, c'est de son plein gré. Donc, il sait parfaitement ce qu'il achète. Oui, il sait parfaitement ce qu'il achète, quel que soit le client, que ce soit du B2B ou du B2C. Quand tu vas aujourd'hui dans un magasin, tu en sais plus que le vendeur qui est en face de toi. Et c'est vrai tout le temps, en fait. Donc, il n'y a pas d'histoire à raconter sur le produit. Ça n'existe pas, en fait, aujourd'hui. C'est plus possible. Contrairement à effectivement ce qu'on faisait avant, où on te promettait qu'avec cette voiture, tu pourrais faire je ne sais pas trop quoi, avec ces chaussures, tu pourrais faire je ne sais pas trop quoi, et avec mon nouvel outil de CRM, tu pourrais faire je ne sais pas trop quoi. Oui, mais en fait, ça, tu ne pouvais pas le vérifier. Aujourd'hui, tu l'as déjà vérifié avant même qu'on te raconte quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas là que ça se passe. On ne raconte pas des histoires sur des produits. On raconte justement pas. Et je ne pourrais pas t'expliquer. Et Lidl n'a jamais tenté la moindre chose pour expliquer pourquoi son Thermomix serait meilleur que le Thermomix ou pourquoi ses sneakers seraient plus sympas que des Nike. Ça n'a aucun sens. Personne ne peut croire ce genre de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. En revanche, les histoires que les entreprises racontent ne sont pas sur leurs produits, mais sur ce qu'on fait avec, sur ce qu'on vit avec. Et ça, c'est différent. Et là, c'est de l'image. À un moment donné ou à un autre, tu te sers du produit. Il n'y a pas de surpromesse, il n'y a pas de produit qui rentre en ligne de compte. J'aime bien, je fais un peu l'avocat du diable, mais… J'aimerais bien pouvoir parler, s'il te plaît, quand je parle, j'aimerais bien que tu ne m'interrompes pas sans arrêt. Donc, l'idée, c'est quand même, on parle ici de ça, l'authenticité que tu décris, que tu recherches dans la marque ou dans l'entreprise, parce que ça, c'est le thème vraiment important pour Thierry, mais c'est vrai pour tout le monde. Cette authenticité, elle n'est pas dans qu'est-ce qu'on te dit du produit. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne te vend pas des produits, on te vend des expériences, on te vend ce que tu fais avec. Et donc, de toute façon, ce que tu fais avec, c'est un récit. Et on va revenir à notre sujet, parce que ce que tu fais dans la vie, c'est ce que tu racontes faire. Et il y a un écart plus ou moins grand entre ce que tu fais réellement et ce que tu racontes. Et c'est vrai pour tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on est. On n'est pas
on a une perception de la réalité. L'humain ne perçoit la réalité qu'à travers ses émotions. Et donc, ce n'est pas la réalité qu'il décrit dans un récit, c'est la perception qu'il s'en fait, c'est la représentation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, le travail des marques aujourd'hui, c'est d'aligner, pour reprendre ce mot-là, la présentation et la représentation. C'est donc de réussir à, dans le récit, nous plonger dans un imaginaire qui reste quelque part vérifié dans le concret, dans la présentation, dans qu'est-ce qu'on fait vraiment. Voilà, c'est raconter de façon imaginaire, émotionnelle, ce que l'on fait concrètement. C'est pas dire ce que l'on fait, c'est raconter, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que, oui, bien sûr, il y a une authenticité, c'est-à-dire que, et c'est pour de temps en temps, j'interviens pour taquiner Thierry sur ce mot-là, parce que je trouve qu'il est, à mon sens, aujourd'hui, tout le monde veut être authentique. Bon, ben, oui, bien sûr. Mais quand je raconte des choses, tu me crois ou tu ne me crois pas. Et c'est ça la force de l'histoire. C'est bien sûr qu'il y a des gens qui ne croient pas. Et ce n'est pas grave. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont dire sur les réseaux sociaux, ah bah ouais, mais Lidl, ils font des produits de merde. Ou ah bah oui, mais moi, ça ne m'empêchera pas d'acheter des Nike ou bien des je ne sais pas quoi. Et alors, c'est juste normal, on ne croit pas tous aux mêmes choses. C'est ça la force du récit, c'est de définir une population qui apprécie le récit, qui le croit et qui en fait une histoire. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas la réalité qui importe, c'est la façon dont on raconte les choses. Je te suis, mais je reviendrai sur ce qu'a dit Caroline, et je suis assez d'accord avec Caroline. Moi, j'ai utilisé le mot garde-fou, mais si notre histoire est trop dissonante, si elle veut nous emmener dans une direction et qu'on sait que cette direction n'est pas la bonne, eh bien, on a plus de moyens maintenant, c'est ce que disait Caroline, pour l'exprimer et montrer cette dissonance. Ce qui fait que la marque, normalement, n'est plus censée pouvoir faire tout à fait ce qu'elle veut. Sur ce, elle a une puissance de communication supérieure à notre puissance, mais quand elle déconne trop, c'est-à-dire quand elle est trop et quand elle n'est plus alignée, on est capable nous, consommateurs, on est capable de la remettre en place ou de la délaisser. Là où je suis aussi pas complètement d'accord avec toi, Patrice, mais… Enfin. Bah ouais, enfin, qu'il fallait bien finir comme ça, mais c'est sur le crayon. J'aime bien cette façon dont tu dis les choses en disant, bah oui, on va s'approprier ou pas le food truck du crayon. Oui, mais nos métiers, alors là, moi, je suis un peu archaïque peut-être, j'ai un peu de naphtaline sur moi. Nos métiers de marketeur, c'est de tenir un positionnement. C'était mon intro sur les positionnements. Et je ne connais pas suffisamment, donc je peux dire des grosses conneries sur le crayon. Je ne connais pas leur stratégie qui est derrière. Mais là, dès le départ, moi, ils m'ont amené une dissonance en me disant, certes, on a le droit de s'emparer de cette nouvelle histoire du crayon. Certes, on a le droit d'aller manger une glace à 5 € quand elles sont toutes à 8 € ou à 10 €. Mais je me demande pourquoi le crayon fait ça. Pourquoi, quand elle a encore de beaux jours devant eux, quand ils ont mis 4 ans à refaire l'hôtel, 4 ans à refaire l'hôtel, et Alice, je crois, nous disait qu'il est basé 18e, etc. Quand il y a toute une histoire, toute une cohérence sur le crayon, eh bien, pourquoi s'amuser? Est-ce que c'est sympa parce qu'on a une idée un jour en se levant le matin de dire ah bah tiens, si on faisait un food truck, est-ce que c'est cohérent avec notre marque? Donc là, en old school, je dis bah non, a priori c'est pas cohérent. Donc pourquoi la marque le fait-elle? Je crois pas qu'elle ait vraiment le droit. Après, ça va plaire à des gens parce qu'on est justement, pour les mêmes raisons que ce que disait Caroline tout à l'heure, on est dans un monde où on peut réagir, accepter ou pas les histoires et on peut s'en emparer. Mais quelque part, est-ce que nous, on ne doit pas être encore un peu, enfin nous, je parle des gens de marketing en général et au sens large, un peu garant de positionnement et de ne pas, sans être sclérosant, mais sans quand même partir tous azimuts. J'ai pris l'exemple du crayon, ça se trouve, je dis une grosse bêtise parce qu'il y a une stratégie derrière. C'est un bon exemple, mais tu vois, Nadia nous dit… je te laisse la parole, Alice, mais Nadia nous dit c'est parce que ça fait rêver les gens. Ah oui, ça fait rêver les gens, manger une glace le crayon. Ah oui, qui ne sont pas leurs clients. Ouais.
Et ce n'est pas une surpromesse de faire rêver, tu vois. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y ait de la surpromesse dans le storytelling. Il n'y a pas de surpromesse. Mais non, pas Les forcément. promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc en réalité, bah oui. Donc surtout maintenant, enfin surtout aujourd'hui. Mais en revanche, faire rêver les gens, ça c'est intéressant. Alice. Sur le crayon, je suis d'accord, ce n'est pas un problème de surpromesse, c'est un problème de cohérence de positionnement. Alice, tu voulais dire? Oui, bah justement, je pense qu'effectivement, plus j'y réfléchis, plus je vous entends. Effectivement, je pense sincèrement qu'il y a une stratégie. Et la stratégie, oui. Oui, je pense que ce n'est pas venu par hasard. Effectivement, on a constaté cette dissonance avec le 18e, le food truck, la street food. Je pense que compte tenu de ce que vivent les restaurateurs, les palaces qui sont fermés, il y a des stratégies alternatives qui se mettent en place. Des stratégies alternatives qui ne peuvent pas plonger directement, par exemple, en grande distribution. Il faut un intermédiaire, un chemin intermédiaire. Et le chemin intermédiaire, il va s'ouvrir vraisemblablement, et j'en fais le pari, je vais d'ailleurs publier un article sur le sujet, une stratégie de licence. Je vais travailler beaucoup sur ces enjeux de licence dans l'agroalimentaire il y a une quinzaine d'années. Et là, je pense que évidemment, vendre des glaces chez Carrefour ou chez Monoprix, ça ne va pas compenser les centaines de millions qui sont perdus depuis plusieurs mois puisque les hôtels et les restaurants sont fermés, ou en tout cas les restaurants de palace n'ont pas encore réouvert. Les chambres qui étaient vendues 3 000 ou 5 000 euros la nuit sont encore fermées. Ça n'est pas avec des glaces à 5 euros sur le macadam qui vont compenser. Simplement une stratégie de distribution avec « tiens, j'ai vu ça dans la rue, tiens, le crayon, je vais m'offrir ça chez Monoprix », quelque chose d'accessible, puisque la marque devient quelque part un peu plus accessible à certains mass market. Voilà. C'est surtout que la marque, c'est surtout qu'à travers cette stratégie, la marque rentre dans nos conversations. Je le disais tout à l'heure. Exactement. Je disais tout à l'heure, la vocation d'une histoire, c'est de créer la conversation aussi. C'est ça qui est important. Donc, peut-être ça crée une dissonance, j'en conviens avec toi, Thierry, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a un moment où il faut créer des dissonances pour être dans la conversation. Et c'est ce qu'a fait le Ritz il y a 3 semaines en ouvrant de la vente à emporter devant le Ritz pour avoir des pâtisseries à emporter. Donc, avec une petite... un petit food truck également sur la place Vendôme. Donc là, on a effectivement cette dissonance avec les bastions du luxe complètement fermés et en même temps une accessibilité. Donc, est-ce que le chef va développer des produits de pâtisserie qui seront vendus sur un mass market plus large? En tout cas, bon, les prix sont équivalents, enfin non pas à ce qu'on peut avoir dans le salon de thé, mais enfin c'est autour de 7-8 euros un gâteau, ce qui est moyen, enfin le prix. Aujourd'hui, il a mangé une glace crayon, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'Instagram, de gens qui vont se photographier devant le food truck. Donc, une communication facile qui est créée justement dans cette rupture et qui va justement continuer à alimenter l'histoire du crayon d'une autre manière, avec plus de jeunesse, peut-être plus de… On arrive à conclure. Moi, je ne sais pas, mais je trouve que juste pour finir sur cette histoire-là de crayon, moi, je trouve que moi, je ne comprends pas bien, je suis comme Thierry, je n'arrive pas à comprendre cette stratégie parce que de toute façon, les gens qui achètent des glaces devant le crayon n'iront jamais dormir au crayon et ceux qui sont devant idem pour l'hôtel. C'est pas le problème. Voilà. Pour moi, ce n'est pas le problème de ne pas aller dormir au crayon. Non, mais moi, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi. En revanche, quand les grands hôtels pendant le confinement ont servi des repas aux soignants, tout ça, je trouvais qu'il y avait une démarche de communication qui était extrêmement, finalement, à la fois habile, éthique, RSE, on y voit ce qu'on veut, ok. Tu crois que les… Moi, le fait que le crayon vende des glaces, je serais là, moi, c'est pour ça quand tu dis il y a une stratégie, mais moi, je ne vois pas quelle est la bonne stratégie d'un grand hôtel comme ça, de vendre des glaces à 5 euros, à part de faire plaisir aux touristes qui, effectivement, peuvent se… Je ne sais pas, mais moi, c'est… Je dis juste que je ne comprends pas.
Voilà. Donc, Moi, ce je que tu suis ne comme Thierry, comprends pas, je ne comprends pas. ce que tu ne comprends pas, Pardon. Caroline, c'est que ce n'est pas un enjeu de gagner des clients qui mangeraient des glaces et qui iraient dormir au crayon. Enfin, ça n'a aucun Non, mais j'ai bien compris, Patrice, que de toute façon, je ne comprends pas. Ça, d'accord. Oui, justement, c'est un enjeu de Non, marque. mais j'ai le droit d'avoir mon avis aussi, quand même. Mais je respecte ton avis, je t'explique que c'est un enjeu de marque. C'est un enjeu de marque. C'est ça la différence. Ce n'est pas un enjeu de est-ce qu'on va gagner des clients, ce n'est pas de la prospection. C'est un enjeu de marque. Quel est l'intérêt pour le crayon de vendre en termes de marque? C'est l'intérêt d'être dans la conversation, de raconter des histoires. C'est ça la marque. Oui, mais ce sont des histoires qui ne correspondent pas à son positionnement. Alors ça, c'est un sujet. Ça, on Après, peut en discuter. c'est exactement ce que je pense. C'est ce Non, que Caroline dit. pas, en fait. C'est pas une stratégie. Je vous défends, Caroline. Je vous défends. Merci. Non, mais bon, il n'y a pas de souci. En plus, avec Patrice, on sent que ce n'est pas le problème. On aime bien ce… Ah oui, ça, je vois bien. Non, mais la moi, question, voilà, c'est exactement en fait. comme Thierry. Bref. La question est fondamentale. La question, c'est de comprendre que le storytelling ou les stratégies narratives, pour le dire plus précisément, ce n'est pas un enjeu de stratégie commerciale. C'est un enjeu de marque. Donc, la marque, elle a pour mission d'exister dans les conversations. Tiens, ton ami Alexandre a découvert le Cluetrain Manifesto de 1999. Bah, tu peux le lire et tu verras que c'est le premier changement, la première révolution qui vient d'ailleurs grâce à Internet, c'est qu'on comprend enfin à ce moment-là que les marques, les marchés sont des conversations. Et donc pour le crayon, même si les gens qui mangent des glaces dans le food truck ne sont pas leurs clients, ça n'a aucune importance en fait. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de créer de la conversation autour de la marque. Et c'est ça le sujet. Et donc, forcément, ce qu'a dit Alice très justement, la conversation va être créée par tous ces gens qui vont manger des glaces bien plus efficacement et qui vont trouver ça formidable, qui vont faire des photos extraordinaires, qui vont en parler de façon magnifique en disant « c'était une expérience magnifique ». Et après ça, cette conversation, elle nourrit la marque sur ce qu'elle veut. Alors, évidemment, elle n'est pas dans le 18e en faisant des glaces. Et là, on peut penser, comme Thierry ou comme toi, je ne sais pas, que ça ne correspond pas à l'image qu'on avait du crayon ou à son historique ou à ce qu'on imagine de la marque. Et c'est bien ce qu'on imagine de la marque. Mais c'est ce que nous imaginons de la marque. Et d'ailleurs, peut-être que nous, on n'imagine pas que le crayon vende des glaces. OK. Mais c'est une question d'imagination, en fait. Et donc, c'est une question qui est finalement personnelle. Et oui, il y a des gens qui vont trouver ça bizarre que le crayon vende des glaces et pas cohérent avec l'histoire du crayon. Et en même temps, il y a des gens qui vont penser que c'est sympa, c'est original, pourquoi pas nous, et pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas des glaces le crayon? Il y a un truc fantastique qui nous est jamais arrivé. Et ça suffit en fait de dire ça. C'est-à-dire que quand tu dis ça, tu vois bien qu'il y a évidemment des gens qui ne sont pas d'accord avec, qui trouvent incohérent ce nouveau positionnement, et puis il y a des gens qui vont trouver ça formidable. Et la question de la marque, bah, c'est juste ça. C'est ces gens qui vont trouver ça formidable, créent la conversation et racontent l'histoire. Les autres, en fait, bah, ça les laisse indifférents. Finalement, ils se disent « Ah, c'est curieux, pourquoi ?» Bon, voilà, c'est tout. Non, ou s'ils sont virulents comme moi, ils vont aller raconter l'histoire aussi. Oui, mais c'est ce qu'ils font. Bien sûr. Donc là, je vais construire une marque négative. Mais comme il y a eu des gens pour décrier Nike sur l'histoire que tu connais aux États-Unis, puis finalement, tous ceux qui aiment Nike ont pris la parole et ils ont été bien plus puissants et plus nombreux. Ouais, c'est une histoire bien. Oui, et c'est pareil avec Lidl. Lidl, tu as des tas de gens pour trouver ça débile et pour trouver ça ridicule et pour trouver ça, bah non, j'achèterai jamais des baskets chez Lidl parce que, bah non. Et puis, il y a des gens pour dire, mais c'est fantastique comme idée. Et pourquoi j'en achèterais pas? Lidl est un peu différent. Hein. Lidl n'avait pas d'image et lui, il l'a construite. Et ça, Absolument. Voilà. Et donc là, maintenant qu'il sache faire parler de lui avec des chaussures en créant la pénurie, là, c'est super bravo, quoi. Oui, mais c'est parce que les gens en font une histoire, en fait. C'est ce qui est intéressant. Oui, mais là, je te suis complètement. Et pour autant, la marque reste la marque. Elle reste authentique.
Daniel, aurais-tu quelques mots de conclusion? On va faire un petit tour de conclusion. Moi, première chose, c'est la marque, elle a une vision, une mission, des valeurs, un rôle social. Ça, c'est d'un point de vue holistique. Les histoires qu'on va raconter avec les héros de la marque n'ont qu'un seul but, permettre à la marque de réaliser sa mission avec son écosystème de talents. Les clients, les collaborateurs, les fournisseurs, pour amplifier la valeur de la marque. Elle est toujours de la valeur humaine dans un écosystème en croissance humaine et en mouvement. D'accord. Bon, oui, complètement. Alice, une petite conclusion? Oui, moi, je pense qu'on vit une époque troublée, qu'effectivement, les marques prennent la parole. Elles ont pris la parole pendant la crise. Et là, aujourd'hui, elles ne peuvent pas reprendre la parole comme avant la crise. Donc, c'est pour ça que, pour moi, cette dissonance qu'on a constatée sur le crayon, c'est aussi une manière de se mettre dans le jeu d'accessibilité plus ouvert. Donc, après, effectivement, il y aura peut-être des recentrages pas dans les mois, mais dans l'année qui vient, voire 2 ans, pour reprendre le positionnement, voire l'ouvrir, voire le changer, le faire évoluer, en tout cas par rapport à l'histoire. Voilà ce que je pense. Parfait, On est dans une période intermédiaire. Oui. Et justement, et ça va et dans ton sens et dans celui de Patrice, c'est qu'on vit une époque assez formidable à ce niveau-là, c'est que tout se teste, Ouais. enfin, tout se… on peut critiquer comme je l'ai fait tout à l'heure, mais justement, ils peuvent faire marche arrière. Enfin, les choses ne sont pas aussi figées qu'avant. Et ça, c'est très intéressant. Et ça enrichit la marque, comme disait Patrice. Caroline? Bon, bah, moi, c'est bon. Oh, bah, c'est bon. Allez, c'est parfait. Patrice, ta conclusion? Oui, mais je pense que la remarque d'Alice est pertinente. Il y a une époque mouvementée pour les marques. Il y a beaucoup de marques qui vont disparaître. On le savait déjà avant, en fait, hein, mais on le sait encore plus maintenant. Je crois que surtout, ce sont ces marques qui ne font pas sens, en fait. C'est ça, c'est là où peut-être on va tous se retrouver sur l'idée que la marque doit apporter du sens à notre vie, en fait, hein, de tous les jours, à nos récits de tous les jours. Et si elle veut exister, elle doit être dans nos récits, en fait. C'est ça l'idée de la conversation, c'est d'être dans notre vie. Alors, évidemment, c'est pour ça que le food truck du Crayon, c'est une idée de allons vers les gens pour rentrer dans leur vie, quoi, en fait. Pour moi, c'est symboliquement ce genre de choses. Et quand Lidl travaille sur, que ce soit le Thermomix ou les baskets, sur des produits un petit peu qui ont une représentation un peu luxe, en fait, un peu tendance éventuellement, et de les rendre aussi accessibles, c'est aussi pour, je dirais, percuter un certain nombre de gens dans la représentation qu'ils se font de la marque et de leur dire, en fait, on n'est pas ça, on est aussi autre chose, quoi. Et donc, ça crée forcément du mouvement, de l'agitation autour de la marque, ce qui me semble une voie aujourd'hui stratégique, créer de la conversation, créer du mouvement, ne pas être dans l'immobilité et donc si basculer, c'est-à-dire que si on revient sur le Crayon, aujourd'hui un discours qui serait nos valeurs, c'est celle du 18e. Ouais. Bastille. Hein, mais qui on va continuer à séduire avec ça, tu vois, moi je veux bien la cohérence avec l'historique, c'est aussi ça, hein, c'est pas l'histoire, c'est l'historique, ça. Non, en fait, on n'est pas dans l'historique, les gens ils sont dans le mouvement, ils sont dans qu'est-ce qui se passe demain. Est-ce que demain tu auras envie d'aller manger une glace au Crayon? Pourquoi pas. Donc le Crayon, c'est pas simplement un endroit palace, luxueux, inaccessible. Ça pourrait être autre chose. Et si on parle de la marque. Donc la marque est en mouvement. Si elle n'est pas en mouvement, comme d'ailleurs pour l'homme, hein, elle va disparaître. Donc c'est l'évolution. Et pour rester dans l'évolution, il faut aussi raconter l'histoire de qu'est-ce qu'on va faire demain. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire demain. Et ça, c'est de l'imaginaire, puisqu'on n'est pas encore dans la réalité quand on parle de ce qu'on va faire demain.
On a besoin de cet imaginaire pour avancer. Je crois que si on ne raconte pas ces histoires-là, les gens, les humains, les clients vont délaisser les marques parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se projeter dans la suite. On l'a bien vu là, dans cette période terrible. On avait besoin de s'imaginer retrouver les marques plus tard, retrouver du sens à notre consommation. D'ailleurs, il y a des gens qui se posent plein de questions là-dessus. Moi, je pense que François le disait très bien, je veux dire que l'histoire, c'est de donner du sens à la marque. Et non seulement à la marque, mais à ce que nous faisons, nous, au quotidien, avec les marques. Donc, on ne peut pas continuellement se dire « Ouais, mais il y a 30 ans, on disait autre chose. » Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu dis surtout pour demain ou qu'est-ce que tu dis qui m'inspirera à avancer avec toi? Ouais, moi, la conclusion de François, justement, en parlant presque à sa place, oui, François, il construit le récit, il donne de la cohérence au récit, et justement, avec ses bases anthropologiques, sociologiques, il essaye de rester. Alors, c'est le mot authenticité, on s'en fout, parce que c'est après de la création sur la marque, c'est ce que tu as démontré tout au cours des choses, mais il permet au moins que la marque soit capable de se reconnaître, de se connaître et de ne pas partir dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment important. Et là, je me rajoute dans la conclusion de François, je dirais, pour le crayon, c'est pareil. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir complètement tort, mais est-ce que son périmètre lui permet maintenant d'aller ici et maintenant dans cette modernité ou pas? Est-ce que la période du Covid lui permet de faire un essai? Et ça, c'est sûr, qui pourra faire marche arrière. On a tout ça. Mais en tout cas, François est le garant de ces alignements, pour reprendre encore ce mot-là. Et Patrice, tu vois, tu es aussi le garant de belles histoires, et de belles histoires avec un B majuscule et pas justement en surpromesse. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Et merci beaucoup de cette réunion. On essaiera d'en faire d'autres. On va voir si ça a plu. Je pense qu'on tient. C'est des webinaires un peu particuliers, ce sont des visioconférences un peu particulières. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a fait un post. Patrice s'en est emparé, comme je le disais au début, pour faire un super article ultra long. Et en 3 minutes, autour d'une table virtuelle, on a pu faire 4 jours plus tard une visioconférence. Je trouve que ça, c'est aussi de la modernité dans nos façons de travailler. En plus, on est un peu dans le même secteur et c'est un plaisir de pouvoir travailler dans le même secteur au service d'un discours. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.